Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Parlement européen, ici même à Strasbourg. Bienvenue au premier Forum Europe-Québec sur le numérique. Je m'appelle François Roberge, donc principal organisateur de l'événement, président du réseau Québec Monde et modérateur de l'événement. Merci d'être parmi nous pour parler de numérique entre le Québec et l'Union européenne. Sans plus tarder, notre spécialiste, il est président d'Alice Media, réalisateur de l'émission Regard Techno et un grand connaisseur de l'intelligence artificielle au Québec, un grand spécialiste du numérique, à qui je cède d'entrée de jeu la parole, Samuel Mainville. Samuel, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, François. Merci de nous recevoir. Merci, M. Gauthier, de nous recevoir ici au Parlement européen. J'aimerais commencer ce forum avec la souveraineté numérique comme sujet d'entrée. J'ai d'ailleurs quelques notes pour vous faire une petite mise en contexte sur la souveraineté numérique qui devrait ouvrir le débat. Donc, commençons avec la mise en contexte. Pour faire sens du monde qui nous entoure, pour se protéger, nous avons balisé notre monde physique de frontières, que ce soit sous la forme de l'hymne, cette ancienne fortification romaine, ou encore sous la forme d'une marche, ces régions tampons utilisées en Europe moyenâgeuse pour délimiter les royaumes et les frontières. Ça a servi à soumettre notre monde physique à l'ordre des hommes. Même la nature n'y échappe pas, la flore se développant parfois différemment d'un côté et de l'autre d'une frontière. Puis est venu l'Internet, qui signifie littéralement connexion entre les réseaux, contrairement aux conversations téléphoniques interurbaines d'alors, qui étaient coûteuses, centralisées et faciles à réglementer. Les échanges d'informations que propose l'Internet sont beaucoup moins coûteux, décentralisés, ce qui les rend difficiles à réglementer. L'Internet fait donc ses débuts à l'abri des contraintes des frontières. La nature dématérialisée du cyberespace en fait un espace qui semble au-dessus des frontières. Évidemment, les forces de l'ordre et les opérateurs de réseau se sont vite entendus pour appliquer certaines de nos lois criminelles les plus importantes. Les adresses IP sont ainsi devenues vitales pour créer une certaine responsabilité. Mais tant que les entreprises et les opérateurs restaient au-dessus de ces lois, les échanges de données et les activités restaient largement non réglementés en ligne. À mesure que l'Internet s'est démocratisé, a pris plus de place dans nos vies et dans nos portefeuilles, des champions nationaux sont nés. Loin de vouloir contraindre leur développement, les États tels que les États-Unis et la Chine ont généreusement subventionné ces champions nationaux. C'est ainsi que petit à petit, ces champions nationaux deviennent graduellement des géants supranationaux. À titre d'exemple, 8 entreprises collectent l'immense majorité de nos données en ce moment. Le Big Five américain, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft et Apple, et les 3 chinoises, Tencent, Baidu et Alibaba. Chacune des plus grandes entreprises américaines du domaine numérique, que je viens de nommer, les 5 grandes, chacune de ces entreprises, prises individuellement, représente une plus grande part du PIB américain que représentait Standard Oil lorsqu'il y a eu le démantèlement de la Standard Oil aux États-Unis. Ça montre que lorsque nous parlons de réglementation du numérique, l'application des lois antitrust américaines dépend plus de l'humeur de l'administration en place que des impératifs de libre concurrence. Pour vous faire réaliser la taille démesurée de ces emprises par rapport à leur économie, regardez les fonds qu'elles investissent. En 2020, ces 5 entreprises-là, aux États-Unis, ont investi ensemble 9% de tout l'investissement corporatif américain pour cette année-là, malgré la pandémie. 9% de tout l'investissement domestique. En économie, on appelle ça un risque systémique. Force est de constater que les États manquent d'outils pour contraindre certaines de ces entreprises qui évoluent au-dessus de leurs lois. Les projets d'univers virtuel Metaverse qui permettront aux utilisateurs de travailler, de socialiser et de se divertir dans la sphère virtuelle amènera sans aucun doute encore plus d'heures sur les plateformes des entreprises du Big Five par encore plus d'utilisateurs. Les entreprises ayant la plus grande capitalisation boursière au monde en ce moment font le commerce de données. Alors, pas étonnant que ces mêmes entreprises-là sont celles qui poussent différents projets d'univers méta pour garder les utilisateurs connectés le plus longtemps possible. On taxe, on contrôle les échanges transnationaux de matières premières, de produits finis, de services, mais personne ne taxe la matière la plus précieuse au monde, les données. Je n'essaie pas de proposer une taxe de données, loin de moi l'idée de proposer une taxe sur les données, mais un meilleur contrôle par l'État des données générées par ses citoyens s'impose. D'abord parce que les enjeux sont bien trop grands pour laisser les utilisateurs se défendre seuls face aux entreprises devenues des monstres, et surtout parce que ces entreprises ont prouvé à chaque occasion qu'elles étaient incapables de s'auto-réglementer. Dans ce contexte, comment l'État peut-il protéger ses citoyens? Comme on le sait, les risques pour les utilisateurs et les petites entreprises sont partout. Des cyberattaques provenant d'acteurs étatiques attaquent des entreprises comme la mienne à chaque jour. En passant par le blanchiment d'argent facilité par la crypto-monnaie, les risques pour les vols des citoyens sont omniprésents. Alors, comment ramener plus de souveraineté numérique?
C'est la question qui ouvre le débat. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. Alors, avec nous, Sandro Gotti, donc député européen, qui nous fait l'honneur de nous recevoir, donc membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Alors, Sandro, je vous laisse répliquer. Tout d'abord, bienvenue à nos amis québécois et ici à Strasbourg, en France et en Europe. Moi, je crois que vous avez très bien introduit la question en faisant référence justement à l'idée des limes et à l'idée des marches. Parce que les limes, c'était la frontière de l'Empire romain. C'était au niveau de l'Empire qu'on avait fait des zones floues qui étaient plus ou moins sous les contrôles des empires, mais qui étaient à l'extérieur, à la périphérie par rapport à Rome. Et aujourd'hui, nous vivons encore une fois une période d'empire et pas d'État-nation. Il y a une logique impériale que nous voyons malheureusement en action chaque jour dans notre continent. Je pense à la logique impériale de Poutine contre l'Ukraine. Nous avons des logiques impériales chinoises, notamment dans le numérique, et pas seulement. Finalement, sans jugement des valeurs, les États-Unis ne peuvent pas être considérés un État-nation. Les États-Unis aussi ont une dimension qui va bien au-delà de la dimension nationale. Et aujourd'hui, il est clair que la question du numérique, la question de l'Internet, demande une capacité d'action, une capacité de contrôle, une capacité de réglementation qui dépasse la possibilité qui est dans les mains dont disposent les États européens. Les États européens tout seuls ne sont pas à même de réglementer, de reprendre les contrôles, pour utiliser une expression chère à nos amis britanniques, pour reprendre les contrôles sur des questions qui sont transnationales, autre mot que vous avez utilisé, et qui donc dépassent la capacité d'intervention nationale. Donc notre réponse est aux antipodes de celle des Britanniques. Eux pensent que pour reprendre les contrôles, il faut retourner dans le siècle dernier et sortir de l'Union européenne. Nous pensons que pour reprendre les contrôles, nous devons rentrer pleinement dans le XXe siècle et donc travailler pour qu'il y ait une souveraineté numérique au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté numérique au niveau européen? Ça veut dire pousser tout d'abord pour construire un modèle juridique européen pour réglementer les marchés numériques, les services numériques et pour aussi, disons, nous donner des instruments pour assurer notre cybersécurité. Ce sont les trois grandes dimensions du numérique, y compris évidemment comment utiliser pour le mieux et pas subir l'intelligence artificielle. La reprise des contrôles passe aussi par une stratégie d'investissement européenne et nationale. Au niveau européen, on a consacré un tiers du plan de relance européen justement à la transformation numérique, parce que nous pensons que là, c'est une partie de la réponse, mais aussi de la construction d'une capacité politique d'intervention au niveau supranational, qui est celui de européen. Et puis, nous devons aussi commencer à mieux réglementer justement les nouveaux l'or du XXIe siècle, qui sont la question des données. Et on a, par exemple, là on est à Strasbourg en plénière. Demain, si je m'abuse, on a un débat justement sur les Data Governance Act, sur la loi européenne pour la gouvernance des données, parce qu'il est clair que nous ne pourrons jamais être souverains, développer une industrie numérique européenne, promouvoir des projets comme un cloud européen, si, notamment sur les données non personnelles, on ne développe pas une capacité, une méthode de gestion commune des données. Pensez aux données dans le domaine de l'environnement, de la santé, dans la circulation. Ce sont tous des domaines dans lesquels partager la donnée, c'est fondamental pour mieux gouverner. Voilà, je dirais que ça, ce sont les grands axes de cette souveraineté européenne qui n'est pas en alternative à la souveraineté nationale, mais qui est la seule façon de retrouver souveraineté. Donc de dire que quand on parle d'Europe souveraine, on va enlever quelque chose aux États membres, c'est faux. Il faut s'inscrire en faux sur cette approche. C'est la seule façon de redonner une capacité d'intervention aux États européens, de construire cette souveraineté numérique. Voilà. Ben, le décor est planté. Avant de passer aux questions, veux-tu répliquer ou on... Ah oui, bien sûr, mais je dirais peut-être avec une piste de solution. Je crois que ce que vous dites est très vrai. Il n'y a pas de solution pour les pays européens sans l'Europe, finalement, dans le milieu numérique. Il n'y a personne qui peut faire contrepoids seul aux géants américains ou aux géants chinois en ce moment.
mais l'Europe, ensemble, peut devenir un troisième pôle. Peut devenir un troisième pôle si elle choisit d'être ensemble. Ça passe évidemment par l'investissement, ça passe aussi par la législation. Lorsqu'on parle de souveraineté numérique, laissez-moi vous parler d'une petite anecdote. La Russie n'est pas très populaire ces jours-ci. Mais en 2015, elle a fait une loi qui n'était pas très populaire dans mon milieu non plus. En 2015, elle a forcé les entreprises étrangères qui traitaient les données de Russes à garder les données sur des serveurs russes. Ça a empêché la migration des données, qui est un phénomène dont on ne parlait pas vraiment en 2015. Même si Poutine le fait pour des raisons nationalistes, des raisons qui ne sont pas très louables, force est d'admettre qu'une fois qu'on a le contrôle sur les données, sur l'emplacement des données, on peut légiférer sur ces données-là. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que Google, avec ses centres de données partout dans le monde, fait circuler nos données d'un pays à l'autre, d'une juridiction à l'autre. Et lorsqu'on essaie de discuter d'encadrement de ces données-là, il nous dit simplement c'est impossible, les données passent déjà d'un centre de données à l'autre, donc vous n'avez pas juridiction sur ces données-là. Mais si les données restent sur des serveurs qui sont en territoire, qui sont en Europe, eh bien à ce moment-là, vous avez le contrôle sur ce que les opérateurs font avec ces données-là. Évidemment, un tel contrôle passe par des investissements. Lorsque vous parliez de cloud européen, c'est des infrastructures de centres de données qu'il faut construire pour finalement avoir les infrastructures pour accueillir ces entreprises-là, parce qu'en 2015, c'est ce qui s'est passé. Plusieurs grandes entreprises se sont heurtées avec le manque de serveurs en Russie pour héberger toutes ces données-là. Donc, c'est une piste de solution que je vous soumets dans le cadre de ce que vous m'avez dit. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. Alors, le décor est planté. Vous êtes invité à réagir, questions, réactions. Et j'ai envie tout de suite de passer la parole à l'autre député présent, M. Manuel Pissarro, député portugais, qui nous fait l'honneur aussi de nous recevoir. Merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci bien. Je pense que sur toute cette affaire des données, je suis complètement d'accord avec mon collègue. Il faut, d'un côté, pas avoir d'illusion sur notre capacité de contrôler un monde qui n'a pas de territoire administratif, un monde qui reste sur l'innovation, sur la capacité de faire quelque chose de différent. Il ne faut pas avoir des illusions, on va avoir des problèmes, toujours des problèmes. Il ne faut pas aussi pas renoncer à une certaine vision du point de vue du droit international, du point de vue des valeurs avec lesquelles dans l'Europe nous sommes très fiers, les valeurs de la démocratie, de la liberté, du respect de la dignité des personnes. Et il faut intervenir. Et je pense que si on le fait d'une façon sérieuse, on peut arriver à contrôler les aspects plus négatifs des risques du digital, du numérique. Parce qu'il y a des risques, mais la civilisation va être de plus en plus numérique dans l'avenir. Il ne faut pas avoir des doutes sur ça. Toute notre vie est basée sur des gadgets qui ont une technologie numérique, et ça va être de plus en plus normal dans tous les aspects de notre vie. Mais il faut choisir de façon intelligente qu'est-ce qu'on veut vraiment régler et qu'est-ce qu'on veut vraiment contrôler. Parce que si on a l'idée de tout contrôler et tout soumettre à des lois du passé, les lois et les façons de penser du passé ne vont pas s'adapter à des technologies, à une façon de voir les choses qui sont tout à fait différentes. Je pense que dans l'Europe, on est en train de faire un effort. Et cet effort, et ça, c'est un point politique dans lequel je suis complètement d'accord. Une certaine idée nationale sur ça ne va pas fonctionner certainement. Notre espoir, c'est vraiment une coopération européenne, parce que tout ensemble en Europe, on a le poids suffisant pour mettre en place des compromis et des choses qui peuvent menacer ces grandes entreprises qui veulent réellement ce qu'elles veulent, c'est la dérégulation complète, parce que ça c'est plus facile pour eux, c'est plus facile de gagner de l'argent avec la totale absence de réglementation. Je vous pose une question sur le volet. Est-ce qu'il y a consensus en ce moment au sein de vos collègues de l'Union européenne sur la nécessité d'agir au niveau de la souveraineté numérique, ou est-ce que c'est un endroit où certains pays veulent plus être souverains eux-mêmes, finalement, faire cavaler seuls? Allez-y, oui, les deux peut-être. Non, il y a un grand consensus. Et au niveau entre parlementaires européens et gouvernement européen.
et aussi même au sein du Conseil, là où les gouvernements européens sont représentés, pour avancer dans le domaine des services numériques, du marché numérique et de l'intelligence artificielle. Et la mienne, ce n'est pas seulement une prévision, c'est une réalité parce que il y a quelques semaines, on a trouvé un accord entre parlementaires européens et gouvernements européens sur la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques, ce qu'on appelle les Digital Market Act. On est en train de négocier à fond et je veux être positif et je crois qu'avant la fin de ce mois d'avril, on pourrait aussi avoir une nouvelle loi, un accord général sur une nouvelle loi européenne sur les services numériques. Donc pas seulement la responsabilité des plateformes et la protection des consommateurs, etc. Et finalement, on a débloqué aussi les travaux sur l'intelligence artificielle. Et là, ce n'était pas une question de vouloir les faire, c'est que trop de monde voulait les faire. Et donc, au sein du Parlement européen, il y a toujours des bras de fer entre les différentes commissions, parce que chaque commission voulait absolument intervenir sur l'intelligence artificielle. Ça nous fait perdre du temps, mais c'est un bon signe, dans le sens qu'il y a une prise de conscience de l'importance de cela. Donc, je suis positif sur le fait que, comme vous disiez, l'Europe peut, au niveau de la réglementation, bientôt proposer au monde une troisième voie entre tous les CFR et la self-regulation absolue qui a caractérisé les modèles américains et états-uniens et les modèles totalitaires des contrôles d'État et du Parti communiste qui caractérisent les modèles chinois. Nous pouvons développer une troisième voie et sur la base de ce troisième modèle, nous serons très ouverts à dialoguer avec nos amis canadiens, avec nos amis américains, etc. Parce que je crois qu'au Canada, il y a une prise de conscience plus importante par rapport aux États-Unis des enjeux. Vous avez déjà adopté des mesures qui vont quand même dans une bonne direction. Et aux États-Unis, ils se rendent compte que leur approche a des failles. Et ils commencent à être un peu plus ouverts à voir ce que nous faisons en Europe. Moi-même, j'étais au congrès à Washington l'année dernière pour expliquer ce que nous faisons. J'y serai encore à la fin de ce mois d'avril. Et je crois que c'est un domaine dans lequel un dialogue transatlantique, Canada, États-Unis et Europe, est tout à fait possible et je dirais nécessaire. Je partage votre optimisme. Je pense que dans les aspects essentiels, on va trouver un consensus dans l'espace européen. Bien sûr qu'il y a toujours des contradictions. Maintenant, on peut voir M. Johnson comme un des champions contre la Russie, contre l'autocratie russe. Mais je me souviens qu'il n'a pas la même opinion quand la Russie a fait l'interférence dans le référendum du Brexit. Eh bien, mais ces contradictions sont les contradictions normales dans un espace plurinational avec des différences entre les personnes, les mouvements politiques. Ça, c'est normal. Quand même, globalement, je pense qu'on a maintenant un très fort consensus et bien, il faut le dire, les choses qui apparaissent dans l'Europe, la guerre qui est venue de nouveau dans l'espace européen, l'agression brutale de la Russie vers l'Ukraine, elle nous aide quand même un peu à voir l'importance d'une nation commune des pays européens. Là, vous avez parlé du Digital Service Act. Ce serait peut-être un bon moment, François, pour faire la transition vers la réglementation du numérique. Allons-y. Bien, parfait. Alors, lorsqu'il y a un manque de volonté politique ou une relative indifférence des citoyens, ça mène à une absence de régulation, comme vous l'avez dit, comme on a pu voir dans le milieu américain. Heureusement ou malheureusement pour l'actionnaire de certaines compagnies, plusieurs scandales viennent changer la donne et ramènent la responsabilité des big tech à l'avant-plan. On commence à peine à mesurer et à s'inquiéter de l'exode des données, lorsque je parlais un peu plus tôt, de l'Europe vers les États-Unis. Un phénomène similaire se déroule au Canada, où il est moins cher de stocker nos données sur des serveurs américains que sur des serveurs locaux au Canada. Aujourd'hui, je m'adresse à des législateurs, et je sais que votre solution de prédilection passe souvent par la législation. Alors, les voies législatives, même si elles ont l'avantage de restreindre les leaders de l'industrie, elles peuvent aussi restreindre la concurrence. Elles peuvent aussi restreindre les petits, elles peuvent aussi restreindre les startups, vos startups nationales. De plus, même une fois qu'elles sont votées, il est difficile pour certains gouvernements de voir la pertinence d'appliquer certaines lois, surtout lorsque leurs champions nationaux sont touchés.
Par contre, l'Union européenne a toujours été à l'avant-plan de la législation pour protéger ses citoyens en ligne. En 2018, le Règlement général sur la protection des données, le RGPD de l'Union européenne, entre en vigueur. Je m'en rappelle encore parce que ce règlement-là, qui touche les entreprises et les opérateurs qui traitent des données personnelles de citoyens européens, a causé une onde de choc partout dans le monde. Les entreprises, même la mienne, qu'elles soient canadiennes, américaines ou chinoises, devaient toutes se conformer avec les nouvelles directives parce que sinon c'était renoncer aux consommateurs européens. Depuis ce temps, on voit encore des formulaires de demande de consentement sur tous les sites, des sites américains, des sites canadiens, même si la législation canadienne et la législation américaine n'ont jamais suivi votre RGPD de 2018. Donc l'Europe est vraiment à l'avant-plan de la lutte pour la protection des données. Et c'est pourquoi j'étais vraiment heureux d'entendre parler du Digital Service Act. Son parrain, Thierry Breton, lorsqu'il présentait le Digital Service Act, il l'a présenté comme la solution pour régler la zone de non-droit dans laquelle opèrent les grandes entreprises numériques. Donc ça crée une grosse ambition. Il dit que c'est supposé rétablir l'écart entre ce qui est légal en ligne et ce qui est illégal dans le monde réel. Mais en réalité, comme on se le disait un peu avant le forum, je trouve que cette mise à jour de la directive sur le commerce électronique aura peut-être peu d'effet. Il y a des pays comme la France, avec sa loi sur la confiance dans le commerce numérique, qui n'auront pas à faire beaucoup de changements dans sa législation pour s'y conformer. La petite phrase assassine que je vous disais un peu plus tôt, c'est dire que l'Union européenne de 2022 rattrape la France de 2004 sur la protection de ses citoyens en ligne. Je vois que vous avez envie d'y répondre. Mais par contre, un autre projet, le Digital Market Act, semble un peu mieux armé pour s'attaquer aux géants du web, en créant le concept de plateforme systémique, c'est-à-dire des plateformes qui ont des responsabilités systémiques desquelles elles ne peuvent pas s'échapper. Parce qu'il est là le problème. Ajouter des contraintes à vos entreprises nationales ne feront que les rendre moins compétitives à l'international sans pour autant protéger vos citoyens. Ce sont les géants du web qu'il faut contraindre, pas leurs petites entreprises. En plus de protéger le système dans lequel elles évoluent, le Digital Market Act veut rendre l'application des lois antitrust encore plus facile. Donc c'est un grand pas dans la bonne direction. Et en votant cette loi, l'Union européenne, encore une fois, s'est mise à l'avant-plan de la lutte dans la protection des données. Les États-Unis, le Canada, le Québec vont suivre. Sinon, ce serait renoncer aux citoyens européens. J'aimerais peut-être terminer mes observations avec quelques petites recommandations. Il y a plusieurs autres voies que la législation, voyez-vous. Il y aurait les restrictions sectorielles. Comment les législateurs peuvent-ils contrôler les géants technologiques? On peut suivre l'argent investi et les brevets déposés pour faire des restrictions sectorielles. Après tout, Google ne possède pas des monopoles dans tous les secteurs où il investit. Donc, les métavers et les autres univers méta vont être à surveiller. Évidemment, ils vont mettre un public vraiment captif à la disposition des grandes entreprises qui vont bâtir ces univers-là. Les architectes de ces univers-là vont pouvoir faire comme bon lui semble et avoir un univers méta va créer une barrière à l'entrée pour les plus petites entreprises. Donc, ça va être intéressant de vraiment légiférer pour éviter les abus dans ce secteur-là. Outre les univers méta, les big tech ont les yeux en ce moment sur les véhicules autonomes, les fameux self-driving cars. Tesla et Google viennent de perdre plusieurs procès qui engagent leurs responsabilités dans les décisions que prennent leurs algorithmes. C'est-à-dire que si une certaine action d'une voiture autonome cause du dommage, Tesla et Google vont avoir la responsabilité. Ces décisions ont refroidi les ardeurs de Tesla qui viennent de reporter la mise en marché des véhicules autonomes. Si on continue de suivre l'argent, beaucoup de fonds sont investis dans la production de microprocesseurs aussi. On arrive à la limite de la physique de la miniaturisation des microprocesseurs. Alors, celui qui va contrôler le milieu des microprocesseurs va vraiment avoir un monopole et va avoir un énorme contrôle sur ce où se développent les technologies. Donc, les restrictions sectorielles semblent être un petit peu plus chirurgicales et avoir un effet un peu plus marqué, un peu plus désiré, et éviter d'attaquer les petites entreprises qui pourraient un jour devenir vos champions nationaux. Merci Samuel. Réaction, Sandro, lequel de vous deux? Oui, donc plusieurs points. Tout d'abord, je partage vos propos introductifs. C'est exactement ce que nous voulons faire. Nous voulons utiliser le fait qu'on est un des principaux marchés au monde pour développer des modèles et des règles qui peuvent influencer le reste du monde. Et l'exemple que vous avez donné sur la législation sur les données personnelles, je crois que c'est un bon exemple, dans le sens que, justement, pour ne pas renoncer à un des principaux, peut-être le principal, dans certains secteurs, sans doute le principal marché au monde, qui c'est celui européen,
les entreprises extra-européennes, soient-elles américaines, canadiennes ou d'autres parties du monde, ont dû s'adapter aux règles européennes sur les données personnelles. Et à l'époque, on les critiquait beaucoup. Maintenant, c'est regardé plutôt comme un modèle, un bon modèle pour d'autres parties du monde. Quels ont été les problèmes? Ça sera mon deuxième point. Quels ont été les problèmes de la réglementation sur les données personnelles? Le problème a été les ressources pas suffisantes qui ont été dédiées pour ce qu'on appelle en bon français les enforcement, la mise en œuvre. Et aussi laisser trop de marge, même si c'était une loi, un règlement on l'appelle comme ça, mais c'est une loi, laisser trop de marge aux autorités nationales pour interpréter, pour appliquer d'une façon ou d'une autre les règles sur les données personnelles. C'est la leçon que nous devons tirer maintenant avec ces nouvelles lois sur les services numériques et sur les marchés numériques. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train de négocier la possibilité pour les services numériques d'imposer aux grandes plateformes, en faisant la distinction justement entre grandes plateformes et petites et moyennes entreprises, imposer aux grandes plateformes une supervisory fee, une redevance que les grandes plateformes devraient payer pour les coûts liés à la supervision. Et ça, si cette idée passait, nous la soutenons, ça serait sans doute une autre réponse à la leçon qu'on a prise de l'expérience sur les données personnelles. C'était une bonne loi, mais il n'y avait pas assez de moyens pour la mettre en œuvre. Hein, et donc, ça, ce sont deux points fondamentaux. Après, deux phrases, une sur les services numériques et l'autre sur les marchés. Sur les services numériques, moi, je partage l'optimisme des Bretons. C'est la fin du Far West numérique. Avec les services numériques, avec les DSA, on a un nouveau shérif, a new sheriff in town. Et je crois que ceci va dans la bonne direction pour la protection des consommateurs, pour la protection des citoyens, parce que pour les grandes plateformes, il y a aussi des obligations, notamment liées à des obligations de modération pour les questions liées à la sécurité, aux droits fondamentaux, aux discours haineux, etc. On va ouvrir les algorithmes, ils ne sont pas plus des boîtes noires, parce qu'on peut les ouvrir, on peut regarder dedans, et on peut donner la possibilité à des chercheurs, à des académiciens, à des journalistes d'y regarder dedans. Donc on peut savoir comment les algorithmes fonctionnent. Et il y a une approche justement qui distingue entre les startups, les micro-entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises et les grandes plateformes, justement dans ces soucis de proportionnalité. Nous voulons réorganiser les marchés, c'est la loi sur les marchés numériques. Nous voulons mettre fin au comportement prédateur des géants du numérique, Amazon, Google, Apple, etc. Nous voulons assurer plus de pluralisme dans les marchés et ceci, selon nous, va permettre de faire monter aussi des belles réalités européennes et je crois que de ce point de vue, l'expérience de l'approche de Macron avec la French Tech démontre que les États européens peuvent promouvoir des belles réalités européennes. Après, je n'utiliserai pas le mot champion parce que ça ne me dit pas grand-chose, mais sans doute un marché pluraliste doit être mis en place grâce à cette nouvelle loi sur les marchés numériques. Le numérique est trop important pour être laissé à ce qu'on peut appeler les forces du marché tout seul. Le marché, c'est très important, la concurrence, c'est très important. Nous sommes amis dans un monde libre, de libre initiative, mais il faut faire attention à ce qui peut devenir les grands agents de ce système, les grands players de ce système, et il faut les régler. Et ça c'est décisif, même parce que si on ne le fait pas, ils vont empêcher les plus petits, les nouveaux, de gagner son propre espace dans ce marché. Et de ce point de vue-là, je crois que les initiatives qu'on a prises sont très correctes. Elles ont une balance adéquate entre la liberté d'initiative et la réglementation de l'Europe et des États membres. Et cette balance, c'est très important. Je veux prendre votre attention sur un autre aspect. Tu as référé, Samuel, c'est le thème des microprocesseurs. Parce que cet enjeu a aussi une relation avec une autre stratégie qu'on est en train de travailler dans l'Europe, c'est la stratégie de la réindustrialisation. Ça, c'est très important parce que
qui pourra croire une décade, une décennie avant va avoir des problèmes de production industrielle, de produits comme les microprocesseurs, mais maintenant c'est une limitation pour beaucoup d'industries et notamment pour ceux qui dépendent du numérique. Et on est en train de mettre en place aussi une stratégie pour que l'Europe gagne une certaine autonomie du point de vue de l'industrie, du moins de la production des produits qui sont indispensables pour l'ensemble de la société, comme c'est le cas des microprocesseurs. C'est un bon exemple de quelque chose que nous devons arriver à faire. C'est très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de la politique des matériaux rares en ce moment. Il y a plusieurs matériaux rares qui sont très difficiles à trouver. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée pour la création de ces microprocesseurs-là. Et ceux qui le contrôlent, par exemple, les Américains qui contrôlent plusieurs brevets et qui contrôlent l'exportation des microprocesseurs, peuvent tuer une entreprise comme ils ont presque fait avec Huawei lorsque Trump était là, juste en bloquant les exportations à ces technologies qui sont vitales. Et si demain, le prochain président, il décide qu'il n'aime pas l'Union européenne et qu'il bloque ou qu'il taxe les exportations de microprocesseurs, ça aurait des conséquences. Ça aurait des très grandes conséquences. Alors, c'est très important de devenir autonome sur ce marché-là. Finalement, avec les nouvelles directives, on va être capable de responsabiliser les plateformes pour les contenus qui sont manifestement nocifs pour la société. Ça va devenir possible d'une façon généralisée. Ça, c'est très important parce que, comme tu as dit dans le début de cette conversation, maintenant, on trouve l'IP de l'origine, mais il faut savoir si l'IP est dans le même locaux, si est sujet à la même règle. Ça, c'est très difficile maintenant. Dans l'espace européen, il y en a la force d'un marché de 400 millions de personnes, un des plus importants marchés du monde. Ça, c'est notre force. Il faut l'utiliser, pas pour limiter la liberté d'initiative économique, innovation, mais pour la faire bouger dans un sens qui est utile pour toutes les personnes. Le temps file. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Parce que je terminerai avec une réflexion. Est-ce que vous voulez réagir? Poser des questions à nos invités? Ou tout est clair, tout est dit? Alors moi, je vais, messieurs, il nous reste peu de temps, je vais vous lancer sur une réflexion. Je l'ai déjà lancée à Samuel dans le passé. Je vous écoute parler, là, puis vous l'avez évoqué. Est-ce qu'il n'y a pas trop de numérique dans nos vies? Est-ce qu'on vire pas fou avec le numérique? Pour vous dire, un poète québécois avait dit que Steve Jobs était le plus grand pusher de l'histoire parce qu'il nous a créé de la dépendance. Alors on parle de numérique depuis le début. Est-ce qu'il n'y en a pas trop dans nos vies? Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu trop cinglé? Je vous laisse réagir. Ça, c'est la partie philosophique du voilà. Ça n'en prend toujours. Voilà. Je pense qu'on sait vraiment la réponse parce qu'il faut savoir commander les machines et ne pas se laisser commander par des machines. Mais même récemment, dans la pandémie du virus Covid-19, on a vu comme le numérique c'est important pour résoudre beaucoup de problèmes entre les personnes. La question, c'est quelque chose qu'on doit faire collectivement en communauté, c'est une combinaison intelligente entre le numérique, le virtuel et l'espace humain qui doit soutenir toute son importance. Je pense qu'on ne doit pas choisir entre le numérique et la vie. Il faut intégrer le numérique dans une vie qu'on doit savoir construire. Bon, vous étiez très, très philosophe, et j'essaie d'être pas autant philosophe que vous, ce serait impossible, mais au moins d'essayer de me rapprocher. La question c'est qui contrôle qui? Si nous allons dans une dérive dans laquelle les algorithmes nous contrôlent, je dirais halte au numérique. Mais si nous arrivons, ce qui n'est pas facile, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais c'est là qui se concentrent les grands efforts que nous faisons en ce moment. Si nous arrivons à avoir une innovation numérique qui est toujours dans un contexte humaniste, toujours contrôlée par l'homme, toujours contrôlée finalement avec une approche qui est le bien-être pour la personne et pas la dictature des algorithmes. Alors là, je dirais qu'on ne doit pas avoir peur de travailler pour cet équilibre qui ne sera jamais stable et qui sera toujours évolutif et qui demandera toujours des ajustements d'un côté ou de l'autre, du côté de la technologie et du côté de la loi. C'est pour cela qu'un des buzzwords là qu'on utilise, vous savez qu'en chaque mandature dans ce Parlement à Bruxelles, on utilise des buzzwords. Donc, et si vous voulez vous faire bien aimer dans les microcosmes ici, vous devez parler des future-proof regulation. It works, it's perfect.
future-proof regulation. Et j'ai des collègues qui pensent qu'une fois qu'ils ont dit ça, c'est fait. Une fois qu'ils ont dit ça, ça veut dire on a beaucoup de boulot, mais on doit chercher encore des solutions. Parce que la future-proof regulation, ça veut dire avoir des législations qui fixent des principes et qui, dans la mise en œuvre, doit être constamment adaptée, ajustée au fur et à mesure de l'évolution numérique. Et c'est ça un peu, d'après moi, la réponse, qui n'est pas une réponse une fois pour toutes, mais c'est une réponse des méthodes. Je crois que pour répondre, on ne répond pas à votre question avec un oui, avec non, avec un non. Ça dépend de la méthode. Et celle que je vous propose, d'après moi, c'est la méthode pour avancer avec confiance dans l'évolution technologique. Après, on parle toujours du droit de se déconnecter. Hein. On en parle pour les relations de travail. Moi, je dirais qu'en général, on doit s'imposer un droit de déconnecter. Et je crois qu'on vit mieux si de temps en temps, on se déconnecte complètement. Samuel, toi qui baignes là-dedans, qui travaille là-dedans, je te laisse répondre à la question et y aller avec le mot de la fin. Magnifique. Je vois votre collègue. Bonjour, la N34, est-ce que vous nous entendez? Oups. Donc, Ça, c'était pas prévu. C'est là une version du numérique. Hi, bonjour, N34, vous m'entendez? alors, Non. Oui, et il y a une autre réunion, est-ce qu'on peut faire le test plus tard? Oui, pas de souci. merci. Bon, je repose ma question. Y a-t-il trop de technologie, Samuel? Alors, évidemment, le numérique, c'est mon pain et mon beurre. Donc, ça va être difficile pour moi d'en faire le procès. Et je crois aussi qu'en voir le numérique comme un ennemi, essayer d'empêcher le numérique à tout prix, c'est un peu comme d'empêcher le soleil de se lever. Il y a une révolution numérique qui est en cours, qu'on le veuille ou pas, et un peu comme les gens, lors de la révolution industrielle, pouvaient être contre la machine à vapeur et dire qu'ils n'aimaient pas ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui va être là et qui va s'implanter et qui est là pour rester. C'est du point de vue économique. Par contre, du point de vue de qualité de vie, c'est sûr que c'est important d'avoir une bonne balance. C'est sûr que c'est important d'être capable de s'autodiscipliner et de se donner le droit de déconnecter. Peut-être aussi qu'au niveau des employeurs, il faudrait que les employeurs nous donnent aussi le droit de se déconnecter, mais ça, c'est une autre piste de solution. On est en train de législer sur ça. L'obligation de déconnecter. Exactement, comme je disais, lorsqu'on pose une question à un législateur, la réponse va souvent être de la réglementation. Ah ben là, il n'y a pas d'autre. L'autodiscipline avant tout. Ça s'appelle La démocratie, réglementation après. monsieur. Mais est-ce que vous Après, il faut que ça soit une bonne réglementation. Voilà. Oui. Mais vous, au début, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du numérique dans l'Europe? Parce que je vous écoute, puis il y a de la réglementation, mais on a toujours un peu l'impression qu'au final, les grands patrons, c'est les GAFAM, et les États, les législations nationales n'ont pas de marge de manœuvre. Est-ce que je me trompe? Non, je crois qu'on peut faire la différence avec ces nouvelles lois sur les marchés numériques et les services numériques. Il peut y avoir un avant et un après. Tout d'abord parce qu'après 2 siècles, on est intervenu pour réglementer, parce que vous faisiez référence à la loi sur l'e-commerce, la première loi sur l'e-commerce, sur le commerce électronique européen, ça remonte à 2000, à l'année 2000. Et vous savez bien, parce que vous êtes un entrepreneur de ce secteur, que 22 ans, ce sont 2 siècles dans le numérique. Donc il fallait tout d'abord rattraper un retard de 2 siècles au niveau de la réglementation, mais je crois qu'on a vraiment fixé des principes qui peuvent nous permettre de reprendre les contrôles sur les géants numériques, en sachant que c'est une première phase et que si cela ne suffit pas, il faudra réintervenir. Mais maintenant, essayons d'arriver à un accord là-dessus et de voir comment la mise en œuvre de ces principes peut faire plus de justice finalement. Parce que ce que nous voulons, c'est plus de justice. Nous voulons que ce qui est illégal hors ligne soit illégal aussi en ligne. Nous voulons augmenter la confiance des consommateurs. Nous voulons que chacun de nous, comme quand vous rentrez au marché, vous allez être sûr que les produits sont de bonne qualité, qui correspondent aux normes de sécurité alimentaire. Quand vous allez sur une place de marché en ligne, vous devez avoir les mêmes garanties. Aujourd'hui, on n'a pas ces mêmes garanties. Si les grandes plateformes voient qu'il y a des problèmes systémiques à bon fonctionnement démocratique à cause des actions de désinformation, des fake news, doivent prendre des mesures de modération. S'ils ne les prennent pas, sanctions jusqu'à 10% de leur volume d'affaires. Donc, je crois que là, on a les moyens de faire un passage historique. Et dans le passé, on a fait des passages historiques.
quand il y a eu la révolution industrielle, il n'y avait pas de normes adéquates pour mettre l'innovation industrielle au service des objectifs du bien de la collectivité, et on y est arrivé. Donc je crois qu'on devait vivre cette phase historique, et je suis assez optimiste. C'est une loi très très jeune et l'avenir va nous dire si vous avez raison. Je vous souhaite d'avoir raison. Je vous souhaite que ce soit une aussi grande résolution que le RGPD l'a été en 2018. On pourra en discuter l'an prochain et voir évaluer les résultats. Avec plaisir. Il faut mesurer les résultats parce que notre idée c'est d'intervenir avec modération. On ne veut pas casser le marché, on ne veut pas casser les entreprises. On veut faire des règles pour protéger la société et pour équilibrer les grandes entreprises digitales avec les droits sociaux et le fonctionnement de la société. Comme ça, si on va conclure qu'on a été trop modéré, on peut toujours le changer. Mais on a l'espoir d'avoir donné un signe clair pour le marché, pour la société, et en même temps créer les instruments adéquats pour l'intervention des nations. Pour le moment, on va consommer avec modération. Après, s'il faut augmenter la quantité, on verra bien. Voilà. Voilà, donc Samuel Mainville, Sandro Badi et Emmanuel Pissarro, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant, merci beaucoup. Et c'était donc le premier Forum Europe-Québec sur le numérique, et il y en aura d'autres, comptez sur nous. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci. Bon, Merci bien. Vous êtes content? oui, tout à fait. Alors,